suis d'accord, l'humain, il est archi central dans ce métier-là. Après, chacun l'appréhende comme il veut. Salut, c'est Mickaël, fondateur de My Music Ads. On a lancé le podcast Parlons musique, parlons business pour tous les passionnés. Suivez-moi et entrez en immersion avec nos invités pour découvrir les dessous de l'industrie musicale. Parcours, entrepreneuriat, conseils, réussite, mais aussi échecs. Ensemble, parlons musique, parlons business. Salut Alison, merci d'être venu nous voir dans les bureaux de My Music Ads. Pour commencer, si tu veux bien, on va commencer par des petites questions-réponses courtes et ensuite on entrera dans le vif du sujet. Ok. Alors, ton premier lien avec la musique? Mon premier avec la musique, c'est ma famille. En vrai, c'est mes parents. Mon père, il fait de la guitare depuis que je suis toute petite. Puis ma grand-mère a fait du son aussi. Enfin, il y a toujours eu la musique autour de moi, quoi. Et ton premier job? Pas forcément dans la musique. Mon premier Si tu te job, souviens. je crois que c'était McDo. Non, c'était pas McDo, j'étais babysitter avant. Ok, visiteur avant McDo. Et ton poste aujourd'hui? Aujourd'hui, alors c'est assez large. Je suis chef de projet, enfin je suis surtout freelance. Donc chef de projet, responsable digital et manageuse artistique. Et ton plus gros contrat ou ta plus grosse expérience justement dans l'univers musical? Mon plus gros contrat, j'imagine que c'est Caramba parce que c'est le plus long. Enfin, chez Caramba Records. Mais sinon, tous mes contrats ils m'ont énormément apporté. Et notamment quand j'ai débuté dans le management, j'ai commencé avec un artiste qui s'appelle Jasper. Et c'est un peu là où j'ai commencé à tout apprendre. Et est-ce que du coup, par tes liens avec les artistes et autres, tu vas souvent en concert ou en studio? Oh, ouais. Surtout en concert, en studio aussi. Mais surtout en concert, en vrai, je pense que je peux faire 4 concerts par semaine. Eh, pas mal. Et du coup, est-ce que tu arrives à faire du sport? Et si oui, lequel ou lesquels? Alors, faire du sport, non. Après, est-ce que c'est parce que j'y arrive pas? Je sais pas. Mais c'est vrai que je le mets pas dans mes prios pour le moment. Du coup, non. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, là. Super. Et derrière, par rapport à la musique, ton artiste préféré? Si tu dois en choisir un seul, all time. Non, c'est impossible. Impossible? C'est impossible. Ça dépend du mood, ça dépend de... Alors, ton artiste préféré du moment? Il y en a plusieurs, en vrai. J'écoute beaucoup Rally en ce moment. Sinon, toujours Jossman, DMS, enfin, il y en a plein, en vrai. Et ta découverte du moment? Un artiste que tu as découvert récemment? J'aurais tendance à dire Eline, mon artiste, vu que je l'ai découverte il y a, je crois, 6 mois. Et sinon, il y a un artiste qui s'appelle Clavis Seven, que j'ai découvert il y a quelques semaines, là, qui est anglais, je crois qu'il est anglo-congolais. Et il fait des sons plutôt R&B et franchement, grosse claque. Et le son inavouable que t'écoutes? Alors franchement, j'ai honte de aucun son que j'écoute. Donc le plus inavouable à la limite, c'est les sons à l'ancienne du collège, du genre logo BGT. Je peux me les remettre de temps en temps, mais c'est tout. Ouais, nickel, merci pour ces réponses. Tout à l'heure, tu me disais justement que tu avais travaillé en babysitter et après McDo. Et tu te souviens du pont? C'est-à-dire à partir de quel moment tu t'es dit c'est dans la musique que je veux travailler? Ouais, j'étais en M1. En gros, c'est quand j'ai commencé à manager mon premier artiste. C'était juste avant la M1. Ensuite, j'ai continué du coup en M1 communication. Et j'étais en alternance en chargée de com. Et c'était cool, c'était intéressant, mais j'avais qu'une chose, j'avais vraiment envie de bosser sur mon artiste en management. Je manageais un artiste qui s'appelle Jasper et un autre qui s'appelle Mister Elio, Mister Elio, je le manage toujours. Et c'est vraiment en bossant avec eux sur le label Principe Actif que tu as eu envie d'en faire ton métier. Ouais. Moi, j'ai compris que c'était que ça, quoi. Et tu as fait quoi comme études? J'ai commencé par faire une LEA anglais-espagnol. J'ai pas mal bougé et j'ai fait des stages à l'étranger et après j'ai fait un master 1 communication événementielle. C'était à Sub de Pub. J'ai fait une césure et j'ai fait mon master 2 là, à l'EMIC. Ok. Voilà, en management des industries musicales. Et c'est à ce moment-là, oui, où Ouais. tu as vraiment décidé de concrétiser ta volonté de travailler dans l'industrie musicale. Mais du coup, à ce que j'ai compris, c'était même avant que tu avais envie de faire ça. Et comment tu t'es retrouvé à manager aussi rapidement, alors que tes études, c'est pas forcément en rapport avec ça. Comment tu t'es retrouvé à manager des artistes aussitôt? En vrai, ça s'est fait naturellement parce que j'ai grandi avec eux. Je les connais depuis la seconde. Donc Mister Elio et Jasper, je les connaissais depuis la seconde. Et en fait, naturellement, on s'est rendu compte qu'on aimait tous la musique. Et Jasper, il m'a proposé de bosser avec lui.
Et ça s'est fait naturellement et au final ça a bien fité et on a bossé ensemble 5 ans. Voilà. C'est une belle expérience. Mais t'étais des amis de base du coup? Ouais. Des amis du lycée? Ouais, c'est ça. Ok. Et à quel moment c'était eux qui étaient demandeurs ou toi qui commençais à peut-être même gratuitement faire quelques missions pour eux? Comment ça s'est déroulé ça? Non, bah au début c'était pas aussi officiel que ça dans le sens où on découvrait un peu l'industrie musicale en même temps. Donc juste à un moment donné, moi j'étais sur un concept d'interview à l'époque que j'ai jamais abouti parce que j'ai fait d'autres trucs, mais je lui en parlais et au final on se rendait compte qu'on était un peu sur la même énergie au niveau musique et au niveau business et du coup il m'a proposé de bosser avec lui quoi. Et ça s'est fait, le reste s'est fait naturellement. Au début je voulais pas, je disais que je me mettais en période d'essai et on verra parce que je voulais pas être sûre de m'engager dans un truc parce que si je m'engage c'est que je m'engage vraiment et au final on n'en a jamais reparlé et j'ai bossé avec lui pendant 5 ans quoi, donc, Et ça s'est contractualisé à quel moment? Ou ça s'est jamais contractualisé? au final ça s'est même jamais contractualisé. En fait ça s'est contractualisé si dans le sens où le signer, le contrat au final on l'a jamais signé, mais ça s'est contractualisé dans le sens où il y avait une réflexion de pourcentage, de mission. On a quand même posé les taux de rémunération. Donc en fait on a tout posé assez, en fait dès qu'il y a eu des dates. Dès qu'il y a eu des dates et qu'il y avait de l'argent qui est rentré en fait. Et quand tu as commencé à travailler avec eux, l'argent est rentré bien après, je suppose qu'ils étaient en seconde en développement, ou c'est allé relativement vite? Non, ça arrivait après. Et puis, même le modèle économique, il tournait du coup que sur le tour, ce qui est un peu logique. Mais c'est arrivé, je sais plus, c'était avant Covid quand même. Ça a mis, je pense, en vrai, je saurais pas dire, je pourrais dire n'importe quoi, mais je pense que ça a mis 1 an et demi. Mais après, c'était un schéma qui était différent parce que, comme je t'ai dit, on apprenait ensemble. Donc voilà. Mais oui, ça a mis quand même un petit moment, mais parce que c'était même pas la réflexion à la base. Oui, à la base, c'était juste pour découvrir ce milieu-là. Ouais. Tu avais envie de voir un petit peu de l'intérieur. Et c'est ça qui t'a donné du coup envie de travailler à 100% dans l'industrie musicale, cette expérience-là? Ouais. Je me suis rendu compte que oui, la com, j'aimais bien, mais que si c'était pas adapté à un milieu qui me plaisait vraiment, ça me saoulait quoi. Et ça me saoulait vite. Alors que dès que c'était appliqué à la musique, je pouvais bosser jusqu'à tard le soir sans problème quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est un vrai facteur. Quand tu vois pas le temps passer, c'est que c'est ce qui te plaît. Ouais. C'est assez logique, mais franchement, parfois, quand on voit ces journées passer hyper lentement au travail, on se dit, c'est normal, c'est le travail en fait. Ouais. Souvent dans la musique, on voit des personnes qui adorent ce qu'ils font et ils bossent peut-être 24 heures sur 24, limite. C'est le risque, mais... Mais au moins, on voit pas les journées passer. Et du coup, justement, moi, ça m'intéresse un peu la rémunération parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont managés par des proches. Et du coup, toi, est-ce que tu as monté une structure à ce moment-là ou ça se faisait vraiment Quand j'ai commencé à facturer, c'était dans notre entreprise. Okay. Donc, je crois qu'au final, ça s'est pas fait directement parce que... déjà, je prenais pas toujours au début parce que quand tu arrives sur un artiste en développement, c'est assez long avant que lui-même il se rémunère. Donc, il faut trouver un modèle économique qui fonctionne pour les deux parce que, en vrai, là, à ce moment-là, c'était pas mon taf, le management. Je tendais vers ça, mais c'était pas encore mon travail. Mais quand ça devient ton travail, par contre, il faut trouver vraiment un modèle économique. Mais à ce moment-là, c'était pas forcément le cas. Mais dès que j'ai commencé à facturer, auto-entreprise. Auto-entreprise, et même sans contrat parce que vous y avez confiance, et tu facturais un pourcentage de ce qu'il gagnait, c'est ça, pour les dates? Ouais, c'est ça. C'était, je prenais un pourcentage de la session qu'on vendait aux salles. Ok. En gros. Et à peu près le pourcentage, c'est le pourcentage de manager dans les 10%? En fait, ça dépend, c'est, en général, ça va pas au-delà de 15%. En général, c'est 10 ou 15. Donc ça dépendait de mes artistes, parce que je travaillais avec Mr. Elio et Jasper. Et en fonction moi, c'était plus en fonction du travail fourni que j'adaptais, quoi. Mais c'est généralement entre 10 et 15%. Okay. Et comme c'était des amis du lycée, du coup, est-ce qu'il y a eu des problèmes un peu humains entre justement ce rapport amis, travail, rémunération? Alors oui et non. Après oui, l'humain il rentrait dedans. On avait une relation assez forte parce que entre le manager et son artiste, tu vois un peu tout de l'artiste. Puis c'était mon pote aussi. Donc forcément il y a eu des moments conflictuels, mais comme toute amitié en vrai. Mais non, en termes de rémunération, on a tous les deux été très dans la communication.
Et je trouve ça important, c'est qu'à partir du moment où le truc devenait sérieux, c'était important de cadrer. Même pour lui, c'était important de cadrer aussi. Donc non, les questions là-dessus, elles n'ont pas posé tant de problèmes. Parce que vous les avez cadrés en amont. Ouais. Et même sans contrat, vous avez réussi à vous dire répartition des tâches, répartition aussi de la rémunération, etc. Ouais. On a mis du temps à bien se cadrer dans la répartition des tâches parce que lui, c'est un mec qui était très business. Mais on a appris ensemble et au fur et à mesure, oui, il faut cadrer le truc. T'es obligé, quoi. Puis même, plus j'avance, plus je cadre le plus tôt possible maintenant parce que c'est important de partir sur des bases clean, même si les termes du contrat, ils vont peut-être pas être respectés tout de suite parce que peut-être qu'on pourra pas dégager ces pourcentages tout de suite. Mais c'est important de cadrer ce que moi je suis capable de faire, pourquoi est-ce que je suis avec toi, parce que j'ai une valeur ajoutée, et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. C'est-à-dire que toi aujourd'hui, tu signes un nouvel artiste en management, tu commences à travailler avec un nouvel artiste en management, tu ferais directement une relation contractuelle ou tu attendrais un petit peu? En fait, ça dépend comment ça se passe. Là, par exemple, Eline, c'est ma plus récente, c'est ma plus récente signature en management, mais ça s'est fait ultra naturellement. En fait, je suis pas vraiment en recherche d'artistes en management, et justement, avant Eline, je voulais pas en avoir d'autres parce que j'en avais déjà 2 et c'était déjà suffisant. Je fais mes missions freelance, mais ça s'est fait naturellement dans le sens où en fait, j'ai vachement adhéré à son projet. Je l'ai rencontré, je suis allée la voir en résidence. Au final, je me suis dit que j'allais juste l'aider. Donc, il n'y avait pas du tout de questions contractuelles. Je voulais juste lui donner des tips et discuter avec elle de comment faire évoluer son projet avec Damien qui est maintenant en co-management avec moi sur Eline. Et en fait, naturellement, il y a un moment donné où je me suis rendu compte que le travail que je faisais au final, c'était devenu un travail de management et que j'étais trop investie dans le truc pour pas tenter le management. Donc, à partir de là, ouais, j'en ai parlé. Et là, vous êtes mis d'accord? Ouais. Là, on s'est mis d'accord, mais les discussions, elles sont petit à petit parce que, surtout quand tu es un artiste en développement, c'est peut-être la première fois que tu es un manager. Il y a un truc aussi d'appréhension, on se connaît pas. Donc, faut aussi montrer que. Je ressentais aussi le besoin de lui montrer qu'elle pouvait me faire confiance et que mon but, c'était pas de la plumer, quoi. Donc, il y a ce truc qui s'est fait petit à petit et ça a pris quelques mois quand même, mais. Ouais, parce que je pense que c'est nécessaire une sorte de phase test, parce que comme le management, c'est essentiellement de l'humain, et c'est un travail de 2 humains qui se rencontrent, et même plus que tous les autres postes, selon moi, c'est vraiment important d'avoir une phase test, parce que signer trop tôt, parfois, si l'humain après, ça accroche pas, ça peut être bizarre sur la suite. Et donc, c'est ce que tu as fait au final, c'est que tu as commencé à travailler avec elle, à vous connaître, et au bout d'un moment, faut cadrer les relations, parce que c'est sûr que c'est plus safe, et au moins, ça fait vraiment les bases d'une bonne relation. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord, l'humain, il est archi central dans ce métier-là. Après, chacun l'appréhende comme il veut. Je veux dire, le taf de manager, c'est tellement large que d'un manager à l'autre, on n'aura peut-être pas le même discours. Mais oui, l'humain, il est tellement important, surtout si... moi, je partais pas du principe que je voulais faire du management ou mon modèle économique. Donc, l'humain, il est d'autant plus important à ce niveau-là. Et ça te plaît, toi, le management, être au cœur de tout ça? Ouais. Ça te plaît beaucoup? Ouais. C'est pour ça que je continue, j'aime trop ça. Et du coup, pourquoi pas essayer d'en faire peut-être ton modèle économique principal? C'est l'objectif principal, pas forcément, mais là, je suis justement en train de bosser là-dessus. En train de bosser sur une manière de faire du management un modèle économique qui fonctionne. Okay. Donc, il y a potentiellement l'édition, les réflexions d'édition qui rentrent dedans. Mais ça, c'est récent parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois, je voulais évoluer plus en tant que freelance et garder mes artistes en management, mais pas forcément faire grossir le truc. Et maintenant que j'ai mes 2 artistes, j'ai envie de pouvoir continuer à bosser, d'être toujours à 500% sur leur projet, tout en ne perdant pas forcément de thunes ou du coup en ne perdant pas d'autres contrats. C'est important du coup maintenant pour moi que le management, il y a un modèle économique derrière, même s'il est beaucoup plus long que la freelance, parce que la freelance c'est du contrat, donc c'est du direct. Mais oui, moi j'aime trop accompagner les artistes pour développer leur projet, c'est leur bébé quoi. Donc, t'es vraiment au cœur du processus quand t'es manager. Et du coup, oui, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que c'est beaucoup plus long pour le management, à part un coup de chance, c'est beaucoup plus long de trouver une rémunération pour pouvoir en vivre, c'est ça? Ouais, selon moi, en tout cas, oui. Je me considère pas porte-parole des managers, mais surtout quand tu fais du développement. Parce que si tu arrives en management sur un artiste qui est déjà implanté et qui est déjà encadré, qui a déjà un tourneur, je pense que ça a du coup, potentiellement, il y a plus de portes d'entrée, ou même qui a déjà un seuil de vente qui est déjà haut. Là, forcément, il va forcément y avoir des rentrées.
Mais avec un artiste en développement, on est dans le développement. Donc déjà, tous les premiers cachets potentiellement qui vont aller dans le projet, plutôt que même pour l'artiste. Donc déjà, il y a peu d'argent à prendre à ce niveau-là. Et les streams, ça rémunère pas. En général, en développement, tu fais pas de physique, donc ça rémunère pas. Par contre, après, il y a le merch. Mais c'est du développement, donc c'est de la construction. C'est un vrai de coup carrière, d'opportunité, quoi. C'est-à-dire que tu refuses maintenant un gain pour gagner un petit peu, voire beaucoup plus tard. Mais en attendant, faut trouver de l'argent pour pas que ça s'épuise et faire autre chose. Et toi, du coup, à côté de ça, tu es chef de projet. Ouais. Et est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le métier de chef de projet ? Le métier de chef de projet, en gros, le chef de projet, il s'occupe de coordonner toute la stratégie de sortie d'un album, disons. Donc ça dépend de la structure dans laquelle tu es, en vrai, parce que ça dépend avec combien de personnes tu travailles. Donc s'il y a un directeur marketing ou pas, sinon c'est toi qui vas faire le marketing aussi. Mais en gros, c'est ça, c'est coordonner toute la stratégie de sortie, faire les rétro-planning de sortie, quel budget marketing alloué à quel moment, quel single en amont, avec quel partenaire promo, potentiellement quel featuring. C'est toute la réflexion de comment développer au mieux le projet de l'artiste en fait. Tout faire pour maximiser les chances du côté de l'artiste, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est s'occuper de toutes les livraisons. C'est beaucoup de coordination entre les différents partenaires. Donc la livraison avec les distributeurs, avec les RP, avec l'équipe marketing s'il y en a une, avec l'équipe artistique, avec le tour. T'es un peu le centre de... Mais comment ça se distingue, peut-être une question un peu simple, mais comment ça se distingue du coup du métier de manager ? Parce que le métier de manager, j'ai l'impression qu'il est aussi au centre de tout ça. Et comment les deux se font le ça se ressemble beaucoup. Hein. Ça se ressemble beaucoup et je pense que c'est pour ça que je fais ça aussi. Mais en tant que chef de projet, tu bosses pour un label. Donc la différence, c'est que, ou à moins d'être chef de projet freelance pour l'artiste, mais dans ces cas-là, il faut que l'artiste soit déjà implanté. C'est juste que tu bosses pour le label en général. Donc c'est pas ton artiste, dans le sens où c'est potentiellement pas toi qui l'as scouté. Donc c'est plus tu vas bosser sur le roster d'un label, alors qu'à contrario, le management, c'est toi qui choisis l'artiste. Et puis t'es plus au jour le jour. C'est-à-dire qu'en tant que chef de projet, j'ai quand même du jour le jour en fonction des artistes et en fonction de quel moment on est dans le projet. Mais je vais pas aller à toutes ces dates, je vais pas le suivre partout. Il va avoir lui ses collaborateurs et moi je vais être un des collaborateurs. Alors que le manager, c'est vraiment, il suit vraiment toutes les étapes de la carrière et vraiment 360. Donc potentiellement, un manager il peut aller booker des dates. C'est pas le rôle du chef de projet. Mais d'accord, donc du coup, le chef de projet, si j'ai bien compris, il intervient vraiment à la sortie du projet, un minimum en avance pour se préparer, mais c'est vraiment plus le gros du travail avec le produit fini. En gros, le chef de projet, il intervient une fois que la production de l'album elle est terminée, normalement. S'il y a un DA. Ça dépend du nombre de l'équipe, etc. Et du coup, toi, tu fais ça en freelance, c'est ça ? Ouais. Et donc, en fait, il y a des labels qui te missionnent pour justement faire le job de chef de projet sur différents projets, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, je fais pas que de la gestion de projet, je fais aussi de la stratégie digitale, parce que c'est en fonction des besoins et des projets que j'ai pu avoir jusque-là. Donc mon plus gros projet, c'est Caramba Records. J'ai commencé en alternant chez eux, j'ai évolué en freelance. Mais sinon, donc là, c'est un label, donc il fait partie d'un tourneur. Mais sinon, ça peut être aussi un artiste en direct. Je bosse aussi sur un artiste canadien qui veut s'exporter en France. Donc là, je fais de la gestion de projet. Ça peut être un label ou un artiste en direct en soi. Qui fait appel à tes services et en fonction de ce qu'il veut, ce qu'il a besoin, également de son budget, tu vas prendre plus ou moins de missions sur sa sortie, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, en général, je fais un rendez-vous pour cadrer un petit peu, comprendre les besoins du client et vraiment cadrer, voir ok, est-ce qu'il y a besoin de gestion de projet, est-ce qu'il n'y en a pas besoin, peut-être que de responsable digital. Voilà. Mais derrière, la partie digitale fait partie du job de chef de projet ? Oui, après ça dépend encore une fois des besoins du client. C'est-à-dire que pour Caramba par exemple, oui je vais piloter aussi l'aspect digital, mais je vais le faire avec ma collègue en communication. Pour l'artiste canadien, je bosse avec, j'ai engagé je collabore avec un prestat qui va me faire mes campagnes marketing.
et donc il va aussi bosser sur la strat digitale avec moi. Donc je le fais seule, mais en soi, je m'entoure aussi pas mal. Je fais en sorte de m'entourer de personnes que je connais et dont je connais leur travail aussi. Ouais, comme ça, tu montes l'équipe en fonction des besoins, Ouais, c'est tu ça. peux te monter une équipe avec qui tu as l'habitude de travailler, donc c'est plus simple, vous avez vos automatismes, etc. Ouais. Et toi, en termes de stratégie digitale, quand tu travailles sur un artiste, qu'est-ce que tu fais concrètement? En gros, ça se passe comment sur le digital, sur ce que tu lui apportes, etc. Bah là, par exemple, je bosse avec un groupe qui va ressortir un album et la réflexion, c'est OK, comment est-ce qu'on fait déjà quelles étapes on suit, déjà quelle stratégie on pose en tout, quelle stratégie on pose pour que le projet sorte de la meilleure manière. Donc déjà, on va commencer par réveiller potentiellement la fanbase qu'il n'a pas entendu depuis longtemps. Comment est-ce qu'on fait, par quel biais on passe, par quels réseaux sociaux, quelles vont être les prises de parole qu'on va mettre en place. Ensuite, quelle va être l'étape d'après. C'est vraiment séquencer va faire un plan de com en fait, séquencer chaque prise de parole avec chaque fois des objectifs. Est-ce qu'on va mettre du marketing aussi pour appuyer nos prises de parole à ce moment-là, ou est-ce que c'est pas encore nécessaire? Enfin, c'est vraiment... Ouais, tu vas piloter la stratégie digitale C'est ça. et parfois tu vas mettre un peu la main dans le cambouis ou parfois un peu moins s'il y a un community manager ou si C'est l'artiste ça. gère lui-même ses réseaux Potentiellement, sociaux. c'est moi qui vais poster. Ou s'il y a déjà un community manager, j'ai pas besoin. Ou si l'artiste il poste lui-même, pas besoin. C'est vraiment en fonction des besoins. Mais quand je fais que de la strat digitale, du coup, je m'occupe pas de la coordination des livraisons ou la coordination avec les distributeurs, avec le RP. C'est pas mon problème. Du coup. Ok. Oui, c'est ça vraiment le distinguo avec le chef de projet plus complet ou parfois juste de la stratégie digitale. Et toi, le digital, ça vient aussi de tes études, tu as eu plusieurs expériences dessus. Donc, tu arrives à avoir ce recul d'avoir bossé sur plusieurs projets pour voir un peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un peu moins bien. Parce que je pense que c'est dur de tout maîtriser. Et le digital, c'est un métier à part entière. Et donc, généralement, quand ça s'inscrit dans plusieurs tâches, parfois le digital, on voit qu'il y a des artistes qui ont une petite lacune là-dessus. Et toi, tu vois un peu les principales erreurs, on va dire, que les artistes font sur leur digital quand ils gèrent leurs réseaux sociaux? Mais il y en a qui font, franchement, il y en a qui se débrouillent justement très bien. Ça dépend, je pense que ça dépend si t'as cette fibre-là ou pas à la base. C'est qu'il y a des artistes indés qui sont trop forts là-dessus et qui savent exactement comment communiquer sur leurs réseaux sociaux. Je pense à Makala. Oui, t'en as, je pense que c'est surtout l'image qui peut être problématique parfois sur du développement parce que forcément, il y en a qui aiment bien produire, être artiste, mais le côté communication, il faut l'aimer aussi. Et tu as beaucoup d'artistes qui aiment ça parce qu'ils ont cette réflexion business aussi, mais je peux aussi comprendre qu'il y en a qui... c'est pas un attrait pour eux, c'est pas une réflexion. La réflexion de comment se mettre en avant soi-même, c'est quand même... c'est un point sur lequel il faut se poser et il faut aimer ça, quoi. C'est ça, et il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui ont envie de dire moi je fais de la musique, j'ai pas envie de m'occuper de ça. Et toi, t'aurais quoi comme conseil à leur dire? Est-ce que t'es en développement, c'est au tout début, tu travailles tout seul ou avec un manager, t'es obligé de le faire, ou il y a quand même peut-être d'autres solutions? Pour moi, t'es obligé de te mettre dedans. Parce que après, tu peux le faire bien. Il y en a qui... Il y a des stratégies de pas trop se montrer, etc. Mais après... Pour moi, surtout si tu es en développement, la première chose qu'on va voir de toi, c'est tes réseaux sociaux. Donc tu peux pas partir du principe que tu vas balancer tes titres et advienne que pourra, écoutera que pourra, parce que du coup personne va écouter. Donc pour moi, c'est une étape ultra importante que de se concentrer sur la manière dont tu vas exposer ta musique au monde. Que ce soit en t'aidant avec un manager, mais après le manager, pour moi, il peut pas faire... T'es obligé de toi-même t'y mettre aussi. Parce que c'est toi qui vas parler. C'est toi qui vas parler à tes fans. Et si tu es en développement et que tu es déjà avoir un community manager, ça veut dire qu'il y a déjà cette distance entre toi et tes auditeurs. Donc pour moi, c'est une étape qui est essentielle. Après, il y a des moyens de s'entourer, de prendre des conseils pour créer une communication qui te ressemble. Ouais, c'est ça. C'est que moi, j'ai l'impression aussi que beaucoup veulent déléguer trop rapidement peut-être cette tâche-là. Et je pense que c'est par la suite, tu peux commencer à déléguer une partie des réseaux sociaux. Il y en a qui veulent tout internaliser. Il y en a pour qui ça leur va un peu moins de gérer ça. Mais au début, tu es obligé de le faire. Et sinon, personne ne le fera pour toi. Ouais. Il faut être là dans le quotidien. C'est-à-dire comme si le manager il est souvent avec toi, il ne peut pas tout faire à ta place. Et il n'y aura pas ta patte, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça crée un lien de proximité quand même avec quand l'artiste communique directement sur ses propres réseaux. Ouais, et puis le manager, il aura d'autres choses à faire aussi. Ouais, Le manager, c'est pas un community manager. Ouais. Donc, pour moi, son rôle, ça peut être de t'aider par contre dans la stratégie de comment est-ce qu'on va communiquer autour de cette Faire le sortie. rétro-planning. C'est ça. Et par contre, poster sur ton développement, c'est à l'artiste de le faire pour moi.
parce que c'est lui qui est au plus près, quoi. Et puis le manager, il a d'autres plugs à ouvrir, il a d'autres portes auxquelles taper. Et après, une fois que la partie de développement, que l'artiste n'est plus en développement, mais qu'il a déjà une certaine fanbase, t'as déjà vu, toi, des artistes qui, derrière, déléguaient totalement ça, où il y a toujours quand même un minimum de lien avec ces réseaux sociaux? Oui, il y en a qui touchent pas du tout à leurs réseaux sociaux. Après, moi, j'ai beaucoup bossé sur des projets dev. Donc, la plupart des artistes avec lesquels je bossais, ils postaient. Sauf, non, quand j'ai bossé avec Mickey 3D, c'est moi qui postais. Mais c'est vraiment, ça dépend de l'artiste. Mickey 3D, c'est un ancien, il est là depuis longtemps, donc il y a ce truc de... Et puis ça va avec son identité aussi, de pas être quelqu'un qui est trop sur les réseaux sociaux. Donc encore une fois, ça fonctionne. Mais oui, ça dépend des artistes. Et je pense que quand tu arrives à un stade aussi, tu peux te permettre... Tu peux te permettre de déléguer ça aussi parce que tu as des grosses équipes qui sont derrière toi. Et c'est à ce moment-là. Et en plus de ça, moi j'adore dire un truc dans l'entrepreneuriat et je pense que ça peut prendre beaucoup de formes, l'entrepreneuriat. Et quand tu es artiste, tu travailles avec une équipe, tu peux déléguer des tâches. Et j'aime bien, moi, maîtriser un minimum la tâche que je vais ensuite déléguer pour savoir si la personne fait bien ou pas son taf. Oui. Parce que parfois, il y a un vrai décalage entre ce qu'on pense et la réalité. Et du coup, l'avoir fait, je pense, c'est le meilleur moyen ensuite de le déléguer. Donc je pense qu'un artiste doit, moi je te rejoins tout à fait là-dessus, c'est-à-dire qu'un artiste doit au début, du moins au début quand il est en développement, vraiment être au cœur de ses réseaux sociaux, même s'il peut être aidé par des partenaires sur plein de points. Mais ok, et du coup toi en tant que chef de projet, tu as cette partie stratégie digitale, tu as cette partie coordination, et toi tu as directement décidé, après ton alternance, de te lancer en freelance là-dedans? Oh ouais, j'ai direct... en fait j'avais déjà 2 artistes en management, plus mon alternance, et en fait pendant mon alternance et du coup les cours, et pendant mon alternance je me suis rendu compte qu'il y avait des dates auxquelles je pouvais pas aller potentiellement, ou des résidences, ou des répètes, il y avait des événements pour mes artistes en management auxquels parfois je pouvais pas me déplacer parce que mes horaires n'étaient pas assez flexibles, vu que j'étais en poste, et ça me frustrait un peu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer en freelance pour pouvoir avoir un peu plus la main sur mon planning. Sur les missions que tu acceptes ou autres, c'est ça? Ouais, ça aussi. Au départ, c'était plus pour le planning, mais c'est pour, oui, à terme, pouvoir bosser que sur des projets que j'ai choisis un à un. Mais ça met quand même du temps à se développer. Je viens de commencer la freelance en septembre. Ouais. Okay. Donc c'est relativement récent. Ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant de savoir comment tu as fait pour trouver tes premiers clients. Il y a Caramba avec qui tu étais en alternance. Mais suite à ça, comment tu fais un peu pour développer ton portefeuille client, aller chercher de nouveaux projets qui peuvent t'intéresser? Pour le moment, en fait, j'ai eu la chance de tomber sur mon boss chez Caramba Records, Bertrand, et pour le coup, il m'a filé pas mal de projets. Donc déjà, je bosse avec lui du coup chez Caramba Records, mais il y a des projets qui lui tombaient dessus et dont il n'avait pas le temps de s'occuper, et du coup, il m'y refilait. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu mes premiers projets que j'ai pas eu à chercher. Donc je le remercierai jamais assez pour ça. Et sinon, après, c'est une question c'est beaucoup de réseautage. C'est pour ça que... c'est beaucoup de réseautage, je pense, et de la prospection. Voir où est-ce que potentiellement il y a des besoins, tenter d'ouvrir des portes, faire comprendre à toutes les personnes à qui tu parles que tu es en freelance, ce que tu fais, sans être forceur non plus, hein, mais je trouve que c'est important que les gens sachent ce que tu fais, parce que c'est des petites graines semées, et peut-être qu'un jour ils vont se rappeler, quand ils en auront besoin, on se dira, c'est vrai, il y avait telle personne qui fait ça, est-ce que je testerais pas d'appeler? Ouais, c'est ça, et en freelance, il y a une vraie partie commerciale qu'il ne faut pas négliger. Et sans essayer de chercher la vente absolument, faut parler de ce que tu fais, sinon personne ne sait que tu fais ça en fait. Et il y en a, ça se trouve, qui ont trop envie de bosser avec des freelances, juste ils ne savent pas qu'ils sont en freelance et qu'ils peuvent accepter d'autres projets que ce qu'ils font actuellement. Mais d'ailleurs, tu disais le réseau, et je pense que c'est hyper important le réseau. Toi, comment tu as fait pour construire ton réseau dans la musique? J'ai commencé à le construire en management. Parce que quand j'ai commencé le management, je suis allée un peu toquer à toutes les portes avec mon artiste, avec Jasper, je suis allée toquer à toutes les portes des SMAC pour voir comment est-ce qu'il pouvait être accompagné. Et en fait, ça m'a ouvert un réseau de tournée plus l'Île-de-France. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein de structures qui étaient là pour potentiellement encadrer les artistes indépendants. Il y a plein de réseaux comme le RIF, il y a même le Combo 95, j'étais dans le 95, MAP.
Et en fait, ça m'a fait découvrir tout un réseau, donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, c'est surtout... et puis après, c'est l'EMIC qui m'a offert un nouveau réseau aussi. Parce que c'est que des personnes qui ont le même objectif que toi, c'est-à-dire bosser dans la musique. Et t'as plein de gens avec qui je continue de bosser aujourd'hui. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et puis le taf que j'ai continué à faire. Et puis en sortant, en rencontrant des gens. Et donc c'est à chaque fois, voilà, que ce soit tes études, tes tafs précédents, etc. À chaque fois, tu crées des liens avec ça. Et derrière, ça peut se concrétiser en réseau et ça peut t'aider par la suite. Et tu parlais aussi de prospection. C'est-à-dire que tu allais parfois voir des personnes, tu allais envoyer des mails, que ce soit avec tes artistes. Comment t'as fait concrètement, si tu as quelques exemples à nous donner sur ça? La prospection en freelance, du coup, je n'ai pas encore eu besoin de le faire. Je vais m'y poser bientôt. Et management, je ne sais pas si ce serait de la prospection, mais oui, j'ai envoyé des mails, mais plus pour pour la promo, je me suis pris pas mal de vaches. Ouais, ça c'est classique ça. Mais tout tenté. Mais sinon, c'était plus, j'essaie de contacter les gens, pour prendre des rendez-vous, comprendre un petit peu leur taf. En fait, mon but c'était de comprendre l'écosystème global de l'industrie musicale. Donc, j'ai fait un stage aussi en distribution. Ça m'a permis de comprendre ce que c'était la distribution. Et à chaque fois, j'essayais de contacter des gens, même juste pour discuter avec eux, si leur poste m'intéressait, pour comprendre un petit peu l'écosystème de leur métier, quoi. Et au bout d'un moment, ça te crée un peu une bulle qui est plus complète. Après, tu arrives plus à visualiser le panorama un peu de qui fait quoi. Derrière un artiste, il peut y avoir 20 personnes avec des métiers différents. Et je pense qu'avant de travailler là-dedans, il n'y a pas énormément d'informations qu'on trouve dessus. Et ok, c'est hyper intéressant. Et toi, aujourd'hui, tu es freelance du coup en tant que chef de projet, tu fais aussi du management. Et voilà, et économiquement, tu as réussi à rapidement gagner ta vie grâce à ça? La freelance, oui. Le management, non, je dirais pas que c'est... J'ai pu détacher des cachets via le management, mais je dirais pas que c'est ça qui me fait vivre. C'est clairement la freelance qui me fait vivre. Et le management, pour le moment, c'est plus un investissement... pas un investissement, mais un investissement de temps pour justement me permettre de bosser sur des projets que j'ai choisis, quoi. Mais sinon, mon modèle économique pour le moment, c'est la freelance. Sur la partie chef de projet? Ouais, chef de projet, responsable digital. Mais en fait, tous les contrats sur facture que je fais, quoi. Ok. Et derrière, toi, tu as des contrats de stratégie digitale uniquement. Est-ce que tu as d'autres missions qui sont uniques, autres que la stratégie digitale? Non. Non, parce que là, le dernier que j'ai eu, c'était pour du community management. Et au final, c'est devenu strat digital parce que c'est ce que je préfère. Okay. J'avoue que juste poster, ça m'intéresse pas forcément. Par contre, faire partie de la strat globale, ça m'intéresse. Donc non, c'est surtout ça en vrai. Toi, c'est chef de projet sur la partie digitale. Ouais, strat digital. Mais bon, après, tout c'est assez lié. En vrai, tous ces métiers, ils sont un peu liés, quoi. Et du coup, tu disais aussi au tout début lors de tes questions, et c'est pour ça qu'on fait un peu les petites questions-réponses du tout début. Tu disais que tu sortais énormément en concert. Et c'est quoi? C'est du perso, c'est du pro, c'est un peu les deux? C'est les deux. Maintenant, je cadre un peu le perso parce qu'il y a déjà pas mal de concerts où... Après, c'est pas forcément que pro, ça peut être... Il y a un concert où ça peut être... les deux. Ça peut être pour soutenir des potes qui organisent des concerts de leurs artistes ou autre. En vrai, c'est vraiment les deux. Mais à chaque fois que je vois un concert, moi, j'adore. Donc... tous les cas, t'es contente? Ouais, dans tous les cas, c'est perso. Okay. Et comment tu arrives à faire justement le jonglage entre les sorties, la vie perso, la vie pro? T'arrives à te mettre un rythme sur ça? Ouais, je sais pas. C'est en cours. Okay. C'est encore en cours de construction. J'essaye de cadrer un petit peu plus mes sorties. L'année dernière, c'était vachement intense. Là, il y a toujours plein de trucs, mais après, c'est une question d'équilibre. Et pour le moment, je suis jeune, ça me dérange pas de jongler sur le tout. Le tout pour moi, c'est que j'ai toujours le temps de bien bosser. Et c'est surtout là-dessus que je cadre. Si j'ai pas le temps de finir quelque chose, je vais plus réfléchir à ok, est-ce que ça c'est vraiment important, est-ce que c'est vraiment une priorité? Mais non, pour moi, c'est important de continuer à sortir en concert, de continuer à avoir ses potes.
bah faut s'amuser quand même, quoi. Ouais, un minimum. Quitte à bosser beaucoup, autant aussi l'utiliser pour s'amuser, quoi. Ouais, c'est ça, mais parfois c'est pas évident quand tu vas sortir 4 fois dans la semaine, surtout là avec la période des festivals et que derrière le lendemain matin, je sais pas, t'as des rendez-vous pro. Je sais que parfois bah, c'est la limite, elle est pas évidente. Est-ce que je reste encore prendre un verre avec mes proches ou avec des personnes avec qui je m'entends très bien, avec qui je travaille. Et je sais que parfois c'est pas évident d'arriver à un bon équilibre entre les deux, quoi. Ouais, j'essaye bah, après maintenant, c'est vrai que je rentre peut-être un peu plus tôt que je pouvais rentrer l'année dernière, parce qu'il y a plus d'enjeux. Mais c'est des trucs qui, je trouve, sont venus un peu naturellement en fonction des enjeux qui arrivent. Bah, ton cerveau, il réfléchit aussi un peu différemment. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas très grave. Bah, au pire, je dormirais pas, et puis je dormirais à un autre moment. Enfin, voilà. Mais là, non, enfin, je ressens plus l'envie de rentrer quand je vois que je suis plus au pic de ma soirée ou qu'il n'y a plus d'enjeux ou que bah, c'est bon, c'est l'heure de rentrer, quoi. Puis il y a assez de sorties pour ne pas avoir besoin de rentrer à 5h du mat tout le temps. Pour avoir cette peur de FOMO à chaque fois. Ouais, non, c'est bon. Ouais, c'est déjà un bon équilibre, quoi, d'arriver à faire la part des choses. Et j'ai l'impression que tu priorises beaucoup aussi. C'est-à-dire que tu arrives à prioriser tes tâches dans ta journée, dans ta semaine, et aussi tes sorties. À dire là, ça vaut le coup que je reste jusqu'à la fin. Que ce soit vis-à-vis de passer un moment sapin ou vis-à-vis du pro. Et parfois, ça sert à rien de rester tard pour rester tard, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et ben, petite question pour la fin. Moi, j'aime bien demander la personne qui t'a le plus inspiré. Je sais pas du tout. Je pense que ça a été un combo de plein de personnes. Pas une personne qui m'a le plus inspirée. T'as la carrière de plein de monde qui m'ont inspirée. Allez, c'est cette question à chaque fois. Non, mais alors c'est comme l'artiste que tu préfères en fait. C'est hyper dur de choisir un, mais même si c'est un parmi 5, nous parler d'une personne. Alors je sais qu'à la fin, parfois, on part sur des recommandations de livres, de lecture ou autre, mais de choisir une personne, ça peut être un artiste ou autre, qui t'a bien inspiré de par son parcours. Je trouve ça hyper intéressant en fait. Bah, je sais pas, je sais qu'il y a eu plein de strates, pas forcément personne, mais de strates qui m'ont marqué, strates marketing, mais sinon, c'est vrai qu'en ce moment, pour le coup, s'il y a une personne qui m'inspire pas mal et qui m'aide beaucoup à m'organiser, à me focus sur la suite, c'est justement Nicole Schluss, parce que j'ai pas parlé du MEWEM, et j'aurais dû en parler justement au moment où on parlait du réseau, mais je fais partie d'un programme de mentorat qui s'appelle le MEWEM, donc qui vise à accompagner les femmes dans l'industrie musicale. Et pour le coup, eux, ils m'apportent beaucoup aussi. Donc c'est un peu un combo de tout, le réseau, mais eux, ils m'apportent beaucoup parce qu'ils nous encadrent un peu, ils nous donnent en fait des clés pour avancer sur notre projet. C'est-à-dire que c'est à nous de déterminer quelles sont nos problématiques. Mais on a des personnes qu'on peut contacter pour les résoudre. Donc en fait, par exemple, ma mentor, c'est Nicole Schluss. Et pour le coup, c'est ultra inspirant de pouvoir communiquer aussi simplement avec quelqu'un qui a un parcours de 40 ans d'expérience dans le management et de pouvoir voir un petit peu justement comment est-ce qu'elle a évolué, comment est-ce qu'elle a fait du management un modèle économique viable, parce qu'elle est toujours là à l'heure actuelle et elle est toujours autant passionnée dans ce qu'elle fait, et justement elle a aussi l'expérience elle a pu cadrer sa vie aussi pour en gros, j'ai énormément à apprendre et ça, c'est un super exemple. Et du coup, tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce mentorat que tu as eu? C'est-à-dire que c'est quelque chose où tu t'es inscrit? Ouais, c'est un programme. Donc il y a des inscriptions qui sont ouvertes. Et je me suis inscrite. Il y avait un dossier, et puis une vidéo de présentation, puis après c'est eux qui choisissent. Et oui, c'est ça. Et puis après, c'est sur 6 mois. Sur 6 mois, donc chaque mentoré, on est 12 mentorés et 12 mentors, du coup, une mentor par mentoré, et ouais, logique. et tous les mois, on a des ateliers où on se retrouve tous, où on discute de nos problématiques, ou autour d'un thème, où on a des ateliers sur le digital, sur le pitching. Mais surtout, oui, on est encadré, et en fait, c'est surtout le côté, en fait, on a des interlocuteurs. Donc, c'est-à-dire que j'avais fait l'EMIC avant, donc j'avais déjà ce petit truc qui m'a permis d'avoir des personnes, des interlocuteurs, en fait, des personnes avec qui poser des questions ou même me contacter si j'ai une idée business. Mais le MEWEM, ça aide aussi dans ce sens-là, c'est des personnes qui sont à l'écoute de tes problématiques et
Et on peut pas hésiter à leur demander de l'aide. Bah là, tiens, j'ai telle problématique, ou j'aimerais pousser ça pour mon artiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je pourrais discuter? Enfin, voilà. Ouais, ça débloque énormément de portes, je Ouais. trouve, d'avoir. Et toi, tu avais déjà pas mal d'expérience, comme tu avais déjà fait du management, tu as déjà fait en tant que chef de projet, que ce soit en alternance ou après en freelance, et tu t'es quand même dit, ça vaut vraiment le coup que j'essaie de m'inscrire. Ah oui, oui, oui. Enfin, pour moi, j'avais pas une expérience non plus de fou, hein. Et c'est toujours pas le cas. Enfin, je suis toujours en apprentissage. Je sais plus, j'en sais plus sur l'industrie aujourd'hui qu'il y a 5 ans, clairement. Mais pour moi, je suis toujours en apprentissage, clairement. J'ai encore énormément à apprendre. Mon projet, il est qu'au tout début. Même mon projet freelance. Enfin, plus j'avance et plus j'ai des choses à décanter, à organiser. Ok, quelles sont mes priorités? Enfin, mon projet, il change tout le temps, en fait. Donc, non. J'avais pas trop d'expérience du tout. Ouais, tu avais déjà un réseau, quelques expériences, mais oui, je pense qu'on a toujours à apprendre. Et là, de se faire mentorer par une personne qui a énormément d'expérience dans l'industrie, c'est que du plus. Ouais, grave. Et en termes de. Est-ce que toi, tu peux, par exemple, je sais pas, hein, c'est vraiment des questions comme ça qui me viennent, mais est-ce que tu peux l'appeler quand tu as une problématique assez librement? Ah oui, carrément. Dès que j'ai un souci, soit je lui envoie un message ou je l'appelle et elle est vachement là justement pour m'aider et m'aiguiller. J'ai sifflé en parlant. Et m'aiguiller. Et tu te souviens d'une dernière, je sais pas, de la dernière fois que tu l'as appelé pour lui poser une problématique? Ouais, la dernière fois que je l'ai eu, enfin que je lui ai parlé, c'était par rapport à des questions contractuelles. C'était pour qu'elle m'aide à cadrer les contrats, ces contrats de featuring que j'avais pas encore vus et puis c'était pour vérifier que tout était ok sur le contrat. C'était ok sur les featuring. Ouais. Ouais, c'est sympa parce que c'est vrai que parfois j'ai l'impression que quand on n'a pas une personne référente, on t'a parlé de l'EMIC parce que tu pouvais avoir des professeurs qui étaient des personnes de l'industrie, mais c'est hyper dur de trouver des réponses à des questions que sur Internet. Ouais. Toi, Ouais. au tout début, comment tu faisais par exemple pour te renseigner sur le management, les contrats, etc. Je posais des questions. Et il y a pas mal de... Il y a des... Merde, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a des journées un peu dans le style du Mama aussi. Je sais qu'il y a un truc qui s'appelle le D-Day dans le 95. Et en fait, c'est une journée rencontre. Qui font ça tous les ans. Et c'est une journée rencontre où tu peux t'inscrire, tu peux discuter avec des personnes de l'industrie. Et je sais que ça, je l'ai pas mal fait justement pour les artistes en management. Mais je le faisais aussi pour moi, dans le sens où moi, ça m'aidait à comprendre un petit peu le modèle économique de chacun. C'est là où j'ai pas mal parlé avec des managers. Et que j'ai commencé à comprendre un petit peu potentiellement qu'est-ce qu'ils faisaient, comment est-ce que ça fonctionnait. Pour moi, c'est en discutant avec les gens que tu comprends vraiment ce que le métier implique. Parce que déjà d'un manager à l'autre, je parle de management, mais il y a plein d'autres métiers, mais d'un manager à l'autre, d'un éditeur à l'autre, ils vont pas du tout faire la même chose. Donc rien que discuter avec plusieurs personnes, ça te permet de faire un petit micmac du puzzle. Et c'est comme ça que moi, en tout cas, je fonctionne. J'aime bien apprendre des gens et discuter et comprendre un petit peu le parcours des autres. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Oui, mais je pense que c'est hyper important de toujours rester un minimum ouvert à un maximum de questions en fait, pour toujours apprendre. Ouais. Et du coup, pour la question de la fin, on a eu notre réponse avec Nicole Schluss. Je sais pas si je pense bien, mais c'est ça. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Et on se dit à très vite. Et merci.